Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Et merci d'abord d'être là. Je vais commencer par quelques remerciements. Remerciements à vous tous qui nous avez rejoints si nombreux. On a été surpris, agréablement surpris, mais quand même surpris, de l'affluence que notre colloque a provoquée. Et on est très content de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur ce projet de nouveau code des sociétés et des associations. Je voudrais aussi remercier d'emblée les deux principales organisatrices de cet événement qui sont nos dévouées secrétaires, Catherine van der Linden et Ariane Robin, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs mois et de manière encore plus intense ces dernières semaines pour organiser toute cette journée, qu'elles en soient d'ores et déjà très vivement remerciées. Et puis enfin, je voudrais remercier les orateurs qui vont se succéder à cette tribune au cours de la journée. Vous verrez qu'on a cherché, dans la tradition du Centre Jean Renaud, à associer des personnes plus expérimentées avec d'autres plus jeunes, de manière à d'abord vous présenter la diversité de l'équipe des enseignants du droit des sociétés à l'UCL, mais aussi à permettre une circulation optimale des idées et des nouvelles idées parmi ceux qui ont préparé ces exposés. Alors, nous allons aujourd'hui vous présenter le projet de Code des sociétés et des associations sur la base d'un avant-projet de loi qui a été approuvé par le Conseil des ministres au mois de juillet. C'est le projet qui est connu à ce jour, et ce projet a, comme vous l'imaginez, depuis environ une demi-année, été discuté, débattu dans divers endroits, et donc nous avons essayé de profiter des réflexions qui ont déjà été émises à son sujet depuis qu'il est connu. Et c'est de cela que nous allons vous parler, sachant qu'il y a une deuxième version du projet qui est en préparation, qui, espère-t-on, sera approuvée par le Conseil des ministres dans le courant de ce mois de février, et qui sera ensuite déposée à la Chambre des représentants quelques semaines après. Évidemment, ça veut dire que ce dont nous allons vous parler peut encore évoluer, mais on pense, d'après les informations dont nous disposons, que les grandes lignes, en tout cas les principes et même la plupart des nouvelles règles, resteront globalement comme elles sont aujourd'hui dans l'avant-projet. À la marge, il peut encore y avoir un certain nombre de petites adaptations. En ce qui concerne les supports, vous allez pouvoir visionner ici les slides des orateurs, et la semaine prochaine, nous vous enverrons par email un lien vers une Dropbox sur laquelle vous pourrez télécharger toutes les présentations que vous aurez vues aujourd'hui. Donc ne vous tracassez pas à prendre trop de notes, vous obtiendrez tout ça dès la semaine prochaine. Dernière petite information d'ordre. Le grand nombre de personnes présentes est, comme je l'ai dit, une source de grande satisfaction, mais parfois aussi un peu de problèmes pratiques. Donc je vous demanderai, quand nous faisons une pause pour le café ou pour le lunch, disons, d'être efficace et de ne pas trop traîner en route, même si l'intérêt d'un colloque, c'est aussi de rencontrer des gens et d'un peu parler. Mais pour éviter des problèmes de timing et de retard, nous avons tous, je pense, intérêt à respecter le mieux possible le temps qui nous est imparti. Voilà pour cette brève introduction, et alors je pense qu'il faut maintenant entrer immédiatement dans le vif du sujet. Et le premier exposé sera un exposé sur les lignes de force du nouveau Code des sociétés et des associations, exposé qui vous sera présenté par mon principal collègue ici à l'UCL, le professeur Yves de Kort, qui est professeur de droit des sociétés et de droit commercial. Il est aussi avocat au barreau de Bruxelles et depuis récemment conseiller suppléant à la Cour d'appel de Bruxelles, c'est dire s'il connaît les diverses facettes des métiers de juriste. Il va présenter cet exposé en lien avec Nikita Tissot, qui fait partie de notre équipe d'assistants. Nikita est assistante depuis cette année en droit des sociétés et est aussi avocate au barreau de Bruxelles. Elle parlera juste après Yves de Kort. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être là aussi nombreux. Et je vais donc
commencer ce rapport introductif. L'exposé introductif est censé poursuivre 4 objectifs. D'abord, laisser aux retardataires la possibilité de s'installer tranquillement en n'ayant pas l'impression d'avoir raté l'essentiel. Je parle surtout de ma partie de l'exposé. Ensuite, tracer les lignes de force, les axes principaux de la réforme. Traiter de quelques questions qui ne seront plus abordées dans la suite du colloque. C'est le cas notamment du droit transitoire. Et puis épingler quelques nouveautés qui seront analysées par les autres orateurs plus en détail, et donc en quelque sorte brosser à grands traits le portrait de la société anonyme et de la SARL, ainsi que des liquidations et les restructurations. Voilà pour le plan. Alors la présentation, comme toutes les présentations de ce colloque, est très complète, assez détaillée. Le but, c'est de donner un panorama des principales évolutions contenues dans le projet. Forcément, l'exposé oral sera beaucoup plus synthétique, a fortiori, parce qu'il est déjà, je pense, 9h15 et que je parle depuis quelques minutes. Alors, en guise d'introduction, quels sont les motifs et les objectifs implicites de la réforme? Premier constat, il n'y avait pas eu ou plus eu de réforme d'envergure du droit belge des sociétés depuis le Code de 1999. Et encore, à l'époque, c'était une codification à droit constant. Et donc, il faut adapter certaines dispositions devenues trop rigides, trop complexes, inadaptées. Le terme archaïque est peut-être un peu sévère, disons anachronique et désuète. Il faut aussi revenir sur ce qu'on peut appeler les excès de zèle du législateur, le gold plating, qui consistait à transposer de manière extensive des directives destinées aux sociétés anonymes, et donc de les étendre aux SARL. Une préoccupation du ministre Gaynes depuis très longtemps, c'était de réduire le nombre des formes sociétaires et donc de ralentir, d'opérer un mouvement de régression par rapport à la prolifération et au foisonnement des formes sociétaires. On en dénombre 17 au moment où je vous parle. Et puis, enfin, tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice qui va dans le sens d'une plus grande mobilité des sociétés et donc qui instaure une forme de concurrence législative ou régulatoire entre les États membres. Tout ça peut se traduire par un objectif très général, proposer aux entreprises un droit des sociétés stable, on espère qu'il y aura moins de réformes à l'avenir, cohérent, flexible, fonctionnel et efficace pour que la Belgique soit un lieu d'établissement attractif pour les sociétés étrangères. Alors je vais passer sur la chronologie, simplement pour rappeler que les premières propositions de réforme ont été formulées par Koen Gaynes dans le Liber Amicorum Georgsmans, que j'avais eu le plaisir de coordonner en 2004, qu'il a réitéré ses propositions lors de l'éméritat de Jean-Marie Nelissen-Grade, et que depuis 2014 et la création du Centre belge de droit des sociétés, le mouvement de réforme est lancé avec 4 experts qui ont été nommés, Marie Kweikart, Hans de Wulf, Paul-Alain Faurier et Jean-Marie Nelissen-Grade. Henri Culot et moi-même sommes intervenus comme experts auprès du Conseil d'État pour la rédaction de l'avis qui a été rendu en octobre. Alors après cette introduction, les lignes directrices. Alors on en dénombre 3, on peut aussi appeler lignes de force. Simplification, qui passe par une suppression, flexibilisation et prise en compte, comme je le disais tout à l'heure, de l'évolution du droit européen. Simplification et suppression d'abord. On supprime la distinction entre sociétés civiles et commerciales et le nouveau critère de distinction entre les sociétés et les associations, c'est l'octroi d'avantages patrimoniaux. Je ne vais pas m'y étendre, Alexia Hotten vous en parlera tout à l'heure. Ça veut dire que les associations pourront désormais exercer des activités économiques sans limite. Et c'est assez cohérent avec l'évolution du droit commercial qui devient un droit de l'entreprise, le concept d'entreprise devenant central dans le Code de droit économique. Alors, ce qui est interdit aux associations, c'est l'octroi d'avantages patrimoniaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas distribuer des bénéfices, payer des loyers trop élevés, verser des salaires trop élevés. Ce qu'elles peuvent continuer à faire, évidemment, c'est offrir à leurs membres des services à prix réduit ou
à titre gratuit, conformément à leur but et à leur objet. On supprime aussi, dans un souci de simplification, le concept de société faisant ou ayant fait appel public à l'épargne. Et donc désormais, il n'y aura plus un droit de la société anonyme à 3 vitesses, mais à 2 vitesses, avec d'une part les sociétés cotées, d'autre part les sociétés qui ne le sont pas. Et le législateur procède à un nivellement par le haut. En d'autres termes, quand une disposition légale applicable à la société anonyme prévoyait dans le Code des sociétés un régime plus rigoureux pour la société entre guillemets publique, eh bien, il est maintenu pour toutes les sociétés anonymes. Le plus bel exemple, on vous en parlera cet après-midi, est la disposition qui, en matière de conflit d'intérêts, interdira à l'administrateur en situation de conflit d'intérêts de prendre part à la réunion, à la délibération et à la décision. La limitation des formes sociétaires, c'est aussi un mouvement de simplification qui passe par une suppression. Alors on a annoncé un peu comme un slogan qu'on passait de 17 à 4 formes. Bon, c'est un peu exagéré. Les formes de société qui sont véritablement supprimées, outre la société momentanée et la société interne, c'est la commandite par action, la coopérative à responsabilité limitée et le GIE. Donc, la première société simple, ex-société de droit commun, est la société sans personnalité juridique, mais avec 2 variantes si elle acquiert la personnalité juridique, et on voit réapparaître donc la SNC et la commandite simple. La SA est maintenue et la SPRL devient une SRL sans capital, donc sous une autre forme, avec la particularité que l'une comme l'autre pourront être unipersonnels, indépendamment de la qualité de l'actionnaire unique. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, si l'actionnaire unique d'une SPRLU est une personne morale, elle est solidairement responsable avec la société. Cette règle n'existera plus. Alors, finalement, la coopérative est maintenue, mais ça devra être une coopérative authentique, c'est-à-dire qui répond à une définition assez rigoureuse. C'est la société qui est censée contribuer à la satisfaction des besoins de ses actionnaires et au développement de leurs activités. En d'autres termes, les titulaires de professions libérales ne pourront plus exercer leurs activités sous la forme d'une société coopérative, devront passer en SRL. Il y aura des coopératives agréées, soit en tant que coopératives, en répondant aux critères du Conseil national de la coopération, soit en tant qu'entreprise sociale. Alors on garde évidemment aussi les 3 formes juridiques européennes, et enfin la société à finalité sociale et la société agricole subsistent sous une autre forme, c'est-à-dire que, comme je viens de l'annoncer, la coopérative pourra être agréée comme entreprise sociale, et la société en nom collectif, pour ne prendre que cet exemple-là, pourra être agréée comme entreprise agricole. Un autre mouvement de suppression, c'est la suppression de certaines dispositions pénales. Deuxième ligne directrice, la flexibilisation poussée tout en étant attentif aux intérêts des tiers. Donc le projet de code contient davantage de dispositions supplétives. Vous en aurez tout au fil de la journée plusieurs exemples. En termes de flexibilisation, j'épingle aussi la nouvelle définition de la clause léonine qui va conforter les conventions de portage. En d'autres termes, la nouvelle définition de la clause léonine ne fait plus référence qu'aux bénéfices et plus aux pertes. Autrement dit, il y aura clause léonine lorsque l'un des associés s'arroge la totalité des bénéfices et plus lorsque l'un des associés ou des actionnaires est totalement affranchi des pertes, ce qui va rassurer les rédacteurs de conventions de portage. Et puis il y a quelques autres exemples, comme l'usage de l'anglais ou le recours accentué aux sites Internet et aux adresses électroniques, mais vous aurez des exposés plus détaillés à ce sujet tout à l'heure. Et enfin, 3e ligne directrice, l'adaptation aux évolutions européennes. On passe du critère du siège statutaire au critère on passe du critère du siège réel au siège statutaire et des procédures de transformation transfrontalière sont prévues, tout en veillant à la protection des actionnaires et des créanciers. On vous en parlera cet après-midi. Alors, au niveau de la structure,
du Code. Le Code est divisé en 5 parties, 17 livres. J'attire votre attention sur le fait qu'un peu comme dans le Code de droit économique, la numérotation des articles reprendra à 1 pour chaque livre, avec un chiffre arabe et pas un chiffre romain. Pour vous donner un exemple, on aura un article 5.27, un article 6.11 et un article 7.77. 5 parties, donc la première avec des dispositions générales, dont les dispositions applicables à toutes les personnes morales et les dispositions qui concernent les comptes et le contrôle des comptes. Dans la deuxième partie, 4 livres, 1 pour chaque société, société simple, société anonyme, SRL et coopérative, et le 8e est le livre qui concerne les procédures d'agrément. Et puis la troisième partie, avec de nouveau un livre pour les associations, un livre pour les AI, SBL et un autre pour les fondations, puis viennent les restructurations et les transformations, et la cinquième partie est manquante à ce jour, puisque dans l'avant-projet, les formes juridiques européennes ne sont pas encore intégrées. Le droit transitoire, là il faut distinguer 2 moments, l'entrée en vigueur et l'application. L'entrée en vigueur concerne les nouvelles sociétés, l'application concerne les sociétés existantes. Alors, on ne déroge pas au droit commun, le nouveau code entrera en vigueur le 10e jour qui suit la publication au Moniteur, ce sera en principe en 2018. À partir de cette date, les nouvelles sociétés créées et constituées devront être conformes au CSA, c'est-à-dire si 2 associés rendent visite à leur notaire pour créer une SPRL, il leur dira désormais c'est une SRL sans capital. Et puis, a fortiori, une personne morale ne pourra plus prendre la forme d'une des sociétés en voie de disparition. Le législateur instaurera sans doute un opt-in, c'est-à-dire que dès l'entrée en vigueur, les sociétés existantes pourraient choisir de s'adapter au nouveau code, mais alors il doit s'agir d'une adaptation intégrale et pas de picorer ou de choisir les dispositions les plus favorables. Donc ça, c'est plutôt le moment qui intéresse les nouvelles sociétés. Alors, pour les sociétés existantes, le CSA s'appliquera aux sociétés existantes le premier jour du premier exercice qui débutera à l'expiration d'un délai d'1 an suivant sa publication. Il est probable que dans la deuxième mouture du projet, on mette carrément une date, ce qui est finalement plus simple, le 1er janvier 2020. Voilà. Donc, les sociétés existantes devront mettre leur statut en conformité avec le nouveau code, soit lors de leur première modification statutaire, quel qu'en soit l'objet, ou au plus tard le 1er janvier 2024. Mais dès le 1er janvier 2020, c'est pour ça que cette date est particulièrement importante, les dispositions impératives du nouveau code seront applicables aux sociétés existantes. Et les clauses statutaires contraires seront réputées non écrites. Il est probable que dans l'exposé des motifs nouvelle mouture, donc le second exposé des motifs, il y ait une liste exemplative des dispositions impératives. On y trouvera sans doute tout ce qui contribue à la protection des tiers, tout ce qui concerne l'intégrité du capital, les opérations sensibles sur capital, ce qui concerne les conflits d'intérêts et aussi sans doute le régime général de la responsabilité des administrateurs. Dès le 1er janvier 2020, la partie libérée du capital et la réserve légale des SPRL, ainsi que la partie fixe du capital et la réserve légale des SCRL seront converties de plein droit, il s'agit donc là de sociétés qui deviennent des sociétés sans capital, en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles. Donc le capital disparaît, mais on voit réapparaître cette notion de capitaux propres statutairement indisponibles dont vous parleront Henri Culot et Gabriela de Pierrepont. Et puis les sociétés en voie de disparition seront dès le 1er janvier 2020 soumises aux dispositions impératives du Code applicables aux formes de sociétés dans lesquelles elles seront transformées de plein droit le 1er janvier 2024. En d'autres termes, pour prendre l'exemple le plus simple, une société en commandite par action sera, dès le 1er janvier 2020, soumise aux dispositions impératives applicables à la SA et puis
transformée en SA le 1er janvier 2024 si, dans l'intervalle, elle n'a pas fait un autre choix. Voilà pour le droit transitoire, l'entrée en vigueur et l'application. Alors, quelques dispositions communes avant de passer à la SRL. Alors, il y en a 4 dans les slides, mais je vais me contenter d'en analyser 3. La nullité des décisions des organes. La nouveauté, c'est que toutes les décisions de tous les organes sont concernées par la procédure de nullité, alors qu'actuellement, on ne visait expressément que les assemblées générales. En l'état, tout intéressé pouvait agir en nullité des décisions et il y a une volonté certaine de l'auteur de l'avant-projet de limiter le droit d'agir en nullité, et donc on rajoute un critère, celui d'être associé au fonctionnement de la société en vertu de la loi ou des statuts. Et donc le Conseil d'État a critiqué cette restriction. J'ai réitéré ces critiques lors du colloque du Centre belge droit des sociétés qui a lieu le 8 novembre. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, si je puis dire. Ma position, c'est que tous les stakeholders devraient être recevables à agir en nullité des décisions des organes et donc devraient avoir une chance de démontrer qu'il y a eu un détournement de pouvoir, c'est-à-dire une décision qui est contraire à l'intérêt de la société. Je parle bien du stade de la recevabilité. Alors, autre mesure phare spectaculaire critiquée par le Conseil d'État, c'est la limitation ou le plafonnement de la responsabilité des dirigeants à des montants progressifs selon la taille de la société. Et les critères de taille seront le chiffre d'affaires et le bilan. Là aussi, je ne vais pas répéter les critiques formulées lors du colloque du 8 novembre dernier. Simplement, à ce stade, je relève que le critère de taille, un autre critère de taille, qui est le nombre de travailleurs, n'a pas été retenu, et je pense que ça révèle un état d'esprit de l'auteur de l'avant-projet. Enfin, toujours dans les dispositions communes, et on ne vous en parlera plus dans la suite du colloque, la résolution des conflits. La tendance est d'augmenter les pouvoirs du président du tribunal, qui pourra trancher tous les litiges portant sur le droit de propriété des titres, et notamment leur valeur. Vous savez qu'il y avait une controverse à ce sujet. À quel moment doit-il se placer pour évaluer les titres ? Eh bien, on confirme d'une part que c'est au moment du jugement, au moment où il ordonne le transfert, qu'il devra se placer, mais que si le résultat est manifestement déraisonnable, il pourra tenir compte de toute autre circonstance pertinente pour faire varier ce prix et aboutir à un prix équitable. Il pourra aussi imposer à l'actionnaire qui quitte la société, c'est-à-dire le demandeur en retrait ou le défendeur en exclusion, des clauses de non-concurrence. Alors à propos de la SRL, là, je vais simplement épingler quelques nouveautés puisque juste après la pause, vous aurez un exposé détaillé à ce sujet. La SRL devient la société de base, destinée dans l'esprit du législateur aux PME et aux professions libérales, a fortiori puisque les professions libérales n'auront plus accès, si je puis dire, à la coopérative. On parlera d'actionnaires et d'actions et plus d'associés et de parts. Comme je l'annonçais, il s'agit de revenir sur le gold plating, c'est-à-dire d'assouplir le régime de la SRL et de promouvoir la liberté contractuelle. Et l'absence de capital, la suppression du capital, implique des mesures compensatoires de protection des tiers, notamment au moment de la distribution des bénéfices. Donc on peut dire que de manière générale, la SRL va se rapprocher de la SA d'une part et de la coopérative d'autre part. De la SA parce qu'on va pouvoir, l'organe d'administration va pouvoir, en s'inspirant de la technique du capital autorisé, augmenter le nombre d'actions, on ne parle plus d'augmentation de capital, parce qu'on pourra prévoir dans la SRL une délégation à la gestion journalière, parce que la cessibilité des actions pourra être statutairement assouplie, donc libérée par rapport aux conditions actuelles, et parce que, pour prendre un autre exemple, la SRL pourra verser des acomptes sur dividendes. Et par ailleurs, on la rapproche de la coopérative, qui en constituera d'ailleurs une variante, en instaurant une procédure de démission et la possibilité de prévoir un droit de vote multiple. Alors pour la suite, je serai
plus bref, puisque ce sont des dispositions qui seront analysées très bientôt. La suppression du capital minimum a pour conséquence que le plan financier, le contenu du plan financier sera précisé dans le code lui-même, en veillant à ce que les capitaux propres de départ soient suffisants. À propos des titres et de leur transfert, puisqu'il n'y a plus de capital, donc puisqu'il n'y a plus cette clé de répartition, la liberté contractuelle pourra s'exercer, l'imagination et l'originalité pourra se déployer, il n'y a plus de lien entre les apports, les risques et les droits, aussi bien les droits de vote que les droits aux bénéfices. Et j'attire encore votre attention sur la fin d'une controverse qui avait déchaîné les passions, c'est-à-dire que se passe-t-il en cas de cession d'actions non libérées? Qui est responsable, le cédant ou le cessionnaire? Eh bien, le législateur mettra tout le monde d'accord en prévoyant une responsabilité solidaire. À propos du patrimoine de la société, simplement rappeler qu'il s'agira d'une émission d'actions et pas d'une augmentation de capital au sens strict, avec différents rapports. Là, sur ce slide-ci, j'attire votre attention sur sans doute la seule hypothèse de conflit d'intérêts au sein d'une assemblée générale. C'est l'hypothèse où, en cas de dérogation au droit de préférence, le bénéficiaire de cette dérogation, s'il possède des titres auxquels sont attachés 10% des droits de vote, plus de 10% des droits de vote, ne pourra pas voter en assemblée générale quand cette décision sera prise. Le capital autorisé, entre guillemets, je vous en ai déjà parlé. À propos de la distribution aux actionnaires et des tantièmes, on voit apparaître le test de liquidité. On peut même se demander si ce test ne pourrait pas être appliqué aux sociétés anonymes, parce que finalement, se demander si la société sera toujours en situation d'honorer ses dettes à 12 mois avant de verser un dividende me semble une question prudente et pertinente. Et on voit surgir à cette occasion une nouvelle hypothèse de responsabilité pour les membres de l'organe d'administration. C'est l'hypothèse où ils auraient, pour faire court, mal appliqué le test de liquidité ou qu'ils n'auraient pas tenu compte, plus exactement, du test de liquidité. Mais le plafonnement dont je vous parlais tout à l'heure sera sans doute aussi applicable. Enfin, la question de la démission. Donc on pourra désormais démissionner de la SARL en obtenant le remboursement de son apport. On prévoit une condition qui ne se retrouve pas dans le régime actuel de la coopérative, c'est l'interdiction de démissionner avant la fin du deuxième exercice. Il y a un lien à faire avec la responsabilité des fondateurs pour insuffisance du plan financier et faillite prématurée de la société. Et enfin, et ce sera le cas aussi pour la société anonyme, on rend plus facile, enfin un peu plus simple, l'acquisition de titres propres en supprimant le plafond de 20% et en prévoyant que l'habilitation de l'AG pourrait être donnée à une majorité des 3/4 et plus des 4/5. Voilà, je cède maintenant la parole à Nikita pour la société anonyme et liquidation et restructuration. Merci. Comme indiqué par le professeur Decorne, je vais vous exposer dans un premier temps les dispositions relatives aux sociétés anonymes et dans un second temps, de manière plus brève, les modifications relatives aux liquidations et aux restructurations des sociétés. Ma présentation consacrée aux sociétés anonymes sera subdivisée en 3 parties. Premièrement, les aspects liés au titre et plus précisément au droit de vote. Deuxièmement, les aspects consacrés à la gouvernance et enfin ceux liés au capital. Concernant les titres, la règle selon laquelle le droit de vote est proportionnel aux actions détenues dans la société anonyme devient une règle supplétive. Pour les sociétés non cotées, il est maintenant possible d'y déroger sans limitation, moyennant une modification statutaire. Il est donc possible non seulement de prévoir un droit de vote multiple, mais également des actions sans droit de vote.
Ça, c'est pour les sociétés cotées, pour les sociétés non cotées. Pour les sociétés cotées, le projet de code insère un double droit de vote aux actionnaires loyaux, c'est-à-dire aux actionnaires qui ont libéré l'ensemble de leurs actions et qui les ont conservées à leur nom pendant une période ininterrompue d'au moins 2 ans. L'application de ce double droit de vote nécessite une modification des statuts. La règle de 2 ans implique donc qu'en cas de transfert de titres, l'acquéreur devra attendre au moins 2 ans avant de pouvoir bénéficier à son tour du double droit de vote. À l'inverse, le double droit de vote ne sera pas impacté en cas de succession, en cas de transmission par succession, de liquidation de communauté ou de donation. Concernant le deuxième point, la gouvernance, l'article 523 du Code des sociétés, 532 du Code des sociétés est repris, mais le seuil nécessaire pour convoquer une assemblée générale ou pour inscrire des points à l'ordre du jour est abaissé à 10%. Comme c'est le cas actuellement, le projet de code prévoit la révocabilité ad nutum avec effet immédiat des administrateurs, mais cette règle devient supplétive. Les statuts peuvent donc prévoir qu'une indemnité sera due, qu'un préavis doit être expecté, ou encore que les motifs de renvoi devront être mentionnés. Le nouveau code permet également de mettre fin à la question de savoir si un représentant permanent peut être une personne morale et précise que le représentant doit être nécessairement une personne physique. Le projet de code permet également de mettre fin à la pratique selon laquelle une personne est simultanément représentant d'une personne morale et administrateur ou représentant de 2 personnes morales. Au niveau de l'organisation de l'organe d'administration, le projet de code offre la possibilité d'opter pour un administrateur unique. Il faut toutefois garder à l'esprit que dans une société cotée, l'administration collégiale reste la règle. Donc, dans une société cotée, l'administrateur unique devra à son tour être une société anonyme ayant une administration collégiale. Le projet de code offre également le choix aux sociétés anonymes de choisir entre un système moniste ou un régime dual. Dans le deuxième scénario, l'organe d'administration sera scindé en un conseil de direction et un conseil de surveillance. Chaque conseil est composé d'au moins 3 membres, et de manière assez logique, le Code prévoit que les membres d'un conseil ne peuvent pas siéger simultanément dans un autre conseil. Une autre nouveauté significative du projet de code est la définition de la notion de gestion journalière qui est insérée dans l'ancien article 525 du Code des sociétés. Le changement du mot « et » en « ou » permet à juste titre d'élargir une notion étriquée, la notion étriquée donnée par la Cour de cassation à une notion qui se doit d'être opérationnelle. Concernant les conflits d'intérêts, l'article 523 du Code des sociétés est revu afin d'ajouter 2 principes. Premièrement, un devoir d'abstention dans le chef d'un administrateur ayant un intérêt opposé. Et deuxièmement, il ouvre l'action en nullité actuellement réservée à la société à l'ensemble des tiers intéressés. Pour ce qui est des éventuels conflits d'intérêts entre une société cotée et son actionnaire de contrôle, le champ d'application rationné matériel de l'article 524 est élargi afin de viser l'hypothèse où une filiale concernée par la société cotée est détenue à hauteur de 25% au moins par l'actionnaire de contrôle autrement que par la société cotée. Ce cas particulier est, comme on peut le voir, illustré dans le schéma, où l'actionnaire de contrôle est actionnaire de la société A, qui, via la société A, détient des parts de plus de 25% dans la filiale numéro 3. Enfin, pour le troisième point, relatif au capital, des formalités plus lourdes sont instaurées et un rapport et de l'organe d'administration et du commissaire sont exigés pour toutes les émissions d'actions nouvelles, indépendamment de la notion de pair comptable. Tenant compte de la ratio legis de cette disposition, c'est-à-dire la protection des actionnaires existants, les actionnaires peuvent renoncer à l'unanimité
à ce rapport. Dans l'hypothèse où il est dérogé au droit de préférence, l'organe d'administration devra justifier l'opération et le prix dans son rapport au regard de l'intérêt social et notamment à l'identité des bénéficiaires, à la nature de l'apport et à l'importance de l'apport. Toujours dans cette optique de protection des actionnaires existants, le projet de code introduit une interdiction de participer au vote lorsque le bénéficiaire est un actionnaire significatif, c'est-à-dire un actionnaire qui détient plus de 10% de droits de vote dans la société. Pour ce du capital autorisé, la section qui est consacrée instaure une interdiction pour les administrateurs qui représentent de fait ou le bénéficiaire ou les personnes liées à ce bénéficiaire de participer au vote tendant à réaliser une augmentation de capital. Le projet de code précise que le capital autorisé ne peut jamais être utilisé dans 4 hypothèses. Parmi ces 4 hypothèses figure une nouvelle, qui est l'interdiction de l'émission d'actions à droit de vote multiple. Le projet de code tient compte de l'utilité dans la pratique de la distribution d'acomptes sur dividendes par l'organe d'administration et a souhaité, dans cette optique, revoir les dispositions qui freinaient la distribution de tels acomptes. C'est pour ça qu'en vague 2 règles principales ont été supprimées. Premièrement, la règle qui interdisait un acompte sur dividende au cours des 6 premiers mois de l'exercice. Et deuxièmement, la règle qui instaurait un délai de 3 mois entre 2 distributions. Parallèlement à ces suppressions, le projet de code élargit activement le champ d'application en ajoutant la possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes pour l'exercice antérieur. Enfin, comme l'a indiqué le professeur Decord, les dispositions relatives à l'acquisition par une société anonyme pour ses propres actions a été revue afin de les rendre aussi flexibles que possible. Et donc, à titre d'exemple, le plafond de 20% a été supprimé et la majorité requise pour obtenir l'autorisation de l'AG a été abaissée à 75%. Voilà donc de manière assez synthétique les règles qui ont impacté la société anonyme. Passons rapidement aux modifications apportées aux liquidations et aux restructurations des sociétés. Pour ce qui est des liquidations, le projet de code apporte une clarification aux règles qui y sont liées, notamment dans l'optique d'une meilleure protection des créanciers. Dans cette optique, les règles relatives aux liquidations non déficitaires sont assouplies. On note également une extension du champ d'application de la procédure, comme pourront vous l'exposer plus en détail les intervenants cet après-midi. Le projet de code permet également de combler les lacunes et les incertitudes liées aux opérations de scission partielle. Une large de la notion est donnée afin de recouvrir les différentes modalités possibles. Le projet de code prévoit également que les règles relatives à la procédure de scission pourront être appliquées de manière transfrontalière. Et dans cette hypothèse, il faudra imaginer que la procédure de scission devrait être appliquée de manière distributive afin de pouvoir respecter les dispositions nationales de chacune des sociétés concernées. Enfin, certaines dispositions sont modifiées par souci de cohérence, compte tenu des nouveautés qui ont été apportées par le Code des sociétés et des associations, ou pour apporter des précisions sur des règles préexistantes. J'espère que mon intervention vous aura permis d'avoir une vue d'ensemble sur les évolutions apportées par le Code des sociétés, principalement sur les sociétés anonymes. Merci pour votre attention.